Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de matières premières agricoles. C'est un secteur d'investissement que je regarde particulièrement en ce moment. Comme vous savez, on est rentré dans une période inflationniste. On ne sait pas exactement combien de temps elle va durer, cette période, ça peut être assez long. Et donc, je pense que typiquement pendant ce genre de période, il faut s'intéresser aux matières premières et notamment aux matières premières agricoles qui peuvent, dans une certaine mesure, vous aider à arriver à protéger un petit peu votre épargne contre cette inflation. Donc plus particulièrement la thématique que je vais aborder aujourd'hui, c'est la production d'huile de palme. Donc c'est une thématique un peu controversée, et on y reviendra, mais elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que l'huile de palme est devenue aujourd'hui l'huile la plus consommée, la plus produite au monde. On a à peu près 70 millions de tonnes d'huile qui est consommée par an. Et il y a vraiment eu, au cours des 30 dernières années, une progression exponentielle de son utilisation. Elle est particulièrement appréciée par l'industrie alimentaire. Et donc, on va regarder ça en détail. Si vous ne savez pas encore, donc l'objectif de cette chaîne, c'est de vous présenter des opportunités de secteurs d'investissement que j'ai identifiés, dans lesquels j'investis mon argent personnel. Je vous présente mes méthodes, mes analyses, les résultats de ces analyses. Je ne donne pas de conseils en investissement, c'est à vous de faire vos recherches et de prendre vos décisions d'investissement. Et donc, si bien sûr vous aimez le contenu, vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup à faire connaître la chaîne. Voilà, donc rentrons maintenant dans le cœur du sujet. Donc l'huile de palme, qu'est-ce que c'est? C'est une huile qui est créée à partir des fruits des palmiers à huile. Donc là, vous avez ces fruits qui sont sur cette image. Vous voyez, donc là, il est coupé en deux. On voit deux parties qui apparaissent, une partie orange et une partie blanche. Chacune de ces deux parties va permettre de créer une huile. À partir de la pulpe orange, on va presser cette partie-là et ce qui va être obtenu, c'est l'huile de palme classique, principalement utilisée pour des usages alimentaires, alors que la partie blanche va être aussi pressée, mais elle va donner ce qu'on appelle l'huile de palmiste, ça s'appelle kernel palm oil en anglais, et celle-ci a plutôt des usages non alimentaires, même si les deux sont comestibles. Et c'est une pression à chaud qui est utilisée parce que ensuite l'huile à température ambiante se solidifie. Alors on va regarder maintenant les différents types d'utilisation de l'huile de palme. Donc ici on a une étude assez complète que vous pouvez consulter sur le site Our World in Data, où on nous donne une idée de la répartition par type d'utilisation. Ici, donc, vous voyez que d'abord, on a pour un peu plus des deux tiers, 68%, une utilisation dans le domaine alimentaire. Donc, globalement, c'est à la fois une utilisation par l'industrie pour faire des plats préparés, globalement. Donc, ça peut être des plats, des desserts préparés, des pizzas, du chocolat. Ou alors une utilisation comme huile de cuisson. C'est notamment le cas beaucoup en Inde où elle est beaucoup utilisée pour cet usage. Ensuite, on a pour 27%, donc un peu plus d'un quart, une utilisation pour des applications industrielles du type savon, détergent, produits cosmétiques ou produits de nettoyage. Et enfin, les 5% restants, c'est une utilisation en tant que biocarburant, donc dans le transport par exemple, ou pour produire de l'électricité ou du chauffage. Donc si on regarde maintenant la production d'huile de palme, donc là, toujours dans la même étude, on a une vision enfin, jusqu'à 2018, mais sur une très longue période. Et on peut voir vraiment, donc là on a la production mesurée en tonnes, qu'on a une évolution, vous voyez, vraiment exponentielle, en tout cas jusqu'à 2018. Donc vraiment une progression très très forte. Vous allez voir, je vais vous montrer les chiffres un peu plus récents tout à l'heure. On a l'impression qu'on a une normalisation et que la croissance est véritablement plus faible après 2018. Et là, vous voyez ici de ce côté-là,
l'évolution de la production pour les différents types d'huiles végétales. Donc c'est intéressant parce qu'on peut comparer. Donc j'ai fait un petit calcul entre 1980, vous voyez ici, et 2014. Donc là, on a une évolution sur 34 ans. Et j'ai regardé l'évolution des volumes d'huile de palme produite. Donc là, on a une multiplication par 11 de la quantité. Alors que si on va regarder l'huile de soja ou l'huile de tournesol, on a simplement une multiplication par 3 ou 3,5. Donc on a véritablement eu voilà, une progression énorme des quantités d'huile de palme produites par rapport aux autres huiles végétales. Euh, donc voyons maintenant au niveau de la répartition de la production dans le monde. Donc, vous voyez ici, vous avez sur ce graphique, ça vous donne une idée un petit peu des localisations et vous voyez qu'il y a une très grande majorité de la production qui est faite euh, proche de l'équateur en réalité hein, à ce niveau-là, tout simplement parce que les palmiers à huile ont besoin d'un climat tropical pour pousser correctement. Et ici, de ce côté-là, vous avez la répartition par pays de production. Et donc là, vous voyez que véritablement, il y a deux pays, l'Indonésie et la Malaisie, qui produisent l'énorme majorité de la quantité d'huile de palme dans le monde. Hein, si vous regardez les pays suivants, mais tout de suite, c'est beaucoup moins. Il y a la Thaïlande, et ensuite un peu la Colombie, donc en Amérique du Sud, et un petit peu le Nigeria en Afrique, mais la plus grande quantité vient de cette zone ici d'Asie du Sud-Est. Maintenant, si on regarde un petit peu plus précisément par pays, donc ici, vous avez l'évolution de la production en Indonésie. Donc vous voyez, on a tendance, donc il y a une très très forte croissance, mais là, on a un début de ralentissement ici. Alors on va le voir au niveau des taux de croissance. Voilà, donc vous pouvez les voir ici. Donc on a eu dans cette colonne très régulièrement des taux de croissance qui étaient supérieurs à 5 voire 10% dans les années 90 et 2000. Et là, sur les dernières années, on a quand même l'impression, justement depuis 2008, qu'il y a une tendance à la normalisation, hein, donc on a moins de croissance. Il y a certains pays, on va prendre l'exemple de la Colombie ici, mais qui produisent vraiment beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est à peu près 25 fois moins que l'Indonésie hein, en termes de quantité de production. Mais qui, eux, ont quand même, vous le voyez ici, des taux de croissance qui sont plus forts. Voilà. Ça s'explique aussi sans doute parce qu'en Indonésie et en Malaisie, aujourd'hui, il y a une quantité, une surface, on va dire, utilisée qui est déjà très grande, donc il est difficile pour les producteurs de trouver de nouvelles surfaces disponibles pour produire. Donc maintenant, pour se faire une idée de l'évolution future des quantités produites, donc là c'est plus difficile. J'ai trouvé une étude de ce cabinet qui s'appelle Vantage Market Research, où là ils font une hypothèse pour les prochaines années d'une croissance moyenne de 3,3% par an. Voilà, donc on pourrait comparer ça, on pourrait se dire que on peut comparer ça à l'évolution de la population mondiale, par exemple, qui aujourd'hui est en croissance de 1% par an. Donc là, on est sur un niveau un peu supérieur. Le sentiment qu'on a après avoir analysé ces données, c'est clairement on a atteint une certaine maturité de ce marché-là, après une phase véritablement exponentielle qui a commencé dans les années 90. On a atteint une maturité et la croissance maintenant se rapprocher de la croissance des autres huiles végétales. Alors regardons maintenant les avantages. Qu'est-ce qui explique réellement que cette huile a pu se développer aussi fortement au cours des dernières années? Donc, tout d'abord, elle a un très bon comportement à la cuisson, donc ça c'est particulièrement apprécié des industriels de l'alimentaire, donc, y compris à des températures élevées. Donc elle est également inodore et a une texture très agréable. Donc là, l'exemple qu'on peut citer, c'est le Nutella.
tout le monde connaît le Nutella. Donc le Nutella utilise, dans le Nutella, on trouve de l'huile de palme et c'est ça qui lui donne cette texture très agréable. Et ce qu'on peut dire, c'est que par exemple, l'industriel Ferrero qui produit le Nutella a essayé de remplacer l'huile de palme par un autre ingrédient et en fait, ils n'y sont jamais arrivés parce qu'ils perdaient cette texture très agréable pour leurs produits. Par ailleurs, l'huile a un effet conservateur naturel et très résistante à l'oxydation, donc on peut la garder très longtemps. Ça aussi, c'est très apprécié des industriels. Et enfin, elle est également bon marché, c'est-à-dire que toujours aujourd'hui, il y a un avantage prix significatif par rapport aux autres huiles végétales. Par exemple, donc j'ai regardé les chiffres, on est 26% moins cher aujourd'hui que l'huile de tournesol. J'ai aussi fait un comparatif en revenant 20 ans en arrière pour regarder si cet écart avait évolué. Et effectivement, il y a 20 ans, il y avait 40%, elle était 40% moins chère. Donc on a quand même une tendance à avoir cet avantage prix qui diminue au fil du temps, ce qui est assez normal compte tenu du fait qu'il y a eu une augmentation très significative de la production. Et en plus de ça, le dernier avantage, et pas des moindres, c'est un écart de rendement très significatif à l'hectare par rapport entre l'huile de palme et les autres huiles végétales. Donc là, on peut regarder cette analyse qui a été faite toujours sur ce même site, qui montre, en fonction des huiles végétales, le rendement à l'hectare. Donc vous voyez par exemple que donc, la première ligne, c'est l'huile de palme. Si on la compare à l'huile de tournesol, on a un ratio de 1 à 4. Donc l'huile de tournesol est 4 fois moins, a 4 fois moins de rendement que l'huile de palme. Et si on va regarder par exemple l'huile de soja, là on va avoir un ratio de 1 à 6. Donc on a véritablement une différence voilà, en termes de rendement qui offre un avantage compétitif à l'huile de palme quand même assez décisif. Pour donner un autre chiffre, on peut regarder sur ce deuxième graphique la comparaison. On a les surfaces agricoles utilisées mises en regard des volumes de production. Donc là, vous voyez pour l'huile de palme, par rapport à toutes les huiles végétales, elle représente 36% de la production et elle n'utilise que 8,6% des terres agricoles pour produire cette quantité. Voilà, donc on a vraiment là un avantage décisif en faveur de l'huile de palme. Donc on va parler maintenant des inconvénients. Comme vous savez, l'huile de palme, c'est un produit qui est assez décrié dans les médias. Donc il y a principalement deux critiques qui sont faites. La première, elle est liée à l'impact sur la santé et la deuxième à l'impact sur l'environnement. Donc on va commencer avec l'impact sur la santé. Donc la critique qui est faite en résumé, c'est que l'huile de palme contient beaucoup d'acides gras saturés et donc elle contribue à l'apparition de maladies cardiovasculaires. Donc regardons ça. Donc ici sur ce graphique, on a une comparaison entre différentes huiles végétales et notamment on voit le pourcentage d'acides gras saturés. Hein, donc on est effectivement autour de 50% pour l'huile de palme classique, alors qu'on va être autour de 10% seulement pour les autres huiles végétales. Hein, donc il y a effectivement une différence significative entre les deux. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est à quoi servent les acides gras saturés. Sont-ils utiles pour notre corps? Donc là, ce qui est indiqué dans dans ce rapport, ici, sur qui parle de l'intérêt nutritionnel des acides gras saturés, euh, donc effectivement, la première chose à comprendre, c'est que les acides gras saturés, ils sont des constituants des triglycérides, qui sont des lipides de réserve, et à ce titre, qu'ils assurent une partie importante de notre apport énergétique. Hein, de façon générale, les lipides fournissent une grande partie de l'énergie à notre corps pour qu'il puisse fonctionner. Hein, donc 1 gramme de lipides renferme 2 fois plus d'énergie qu'un gramme de glucides ou de protéines. Donc ça, c'est la première chose, l'apport en énergie. Et deuxièmement, les acides gras saturés, eux, sont également des constituants des lipides de structure de nos membranes. Hein, donc ils
sont nécessaires au bon fonctionnement de nos cellules. Donc vous voyez bien que c'est de façon générale, les acides gras saturés, on a besoin d'en consommer pour, pour que notre corps puisse fonctionner correctement. Alors après, on peut regarder de manière plus précise au niveau des acides gras saturés qu'il y a dans l'huile de palme, quels sont spécifiquement pour l'huile de palme les impacts sur l'organisme et plus précisément sur ce qu'on appelle les lipides plasmatiques, hein, notamment le cholestérol, c'est-à-dire les différentes matières grasses qu'il y a à l'intérieur du sang. Donc là, ce qui est indiqué dans ce rapport, donc qui a été fait par un chef de service de l'Institut Pasteur et qui, je le précise, déclare ne pas avoir de lien d'intérêt. Donc là, ce qui est indiqué, c'est que d'après lui, euh, ces effets sur les lipides plasmatiques sont modestes, proches de ceux d'huile d'olive. C'est quand même plutôt rassurant. Et donc on peut aller voir un peu plus bas, et ça j'ai pu le vérifier sur d'autres sites, c'est les mêmes données qui sont indiquées. Alors concernant le LDL, qui est considéré comme étant le mauvais cholestérol. Donc là, ce qu'on peut observer, c'est que l'huile de palme effectivement fait augmenter ce LDL, mais en réalité dans les mêmes proportions que pour une consommation équivalente d'huile d'olive ou d'huile de tournesol. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que si on compare à du beurre, par exemple, le beurre, lui, aura tendance à faire augmenter plus le LDL que l'huile de palme. Et ensuite, si on regarde le HDL, hein, donc ce qu'on appelle le bon cholestérol, donc lui va être augmenté par une consommation d'huile de palme, alors que par exemple, des acides gras trans, dont on va reparler tout à l'heure, eux vont avoir tendance à faire baisser ce taux de HDL. Voilà, donc globalement, ici, on va dire que la conclusion sur l'impact sur les lipides plasmatiques est plutôt assez rassurante. Alors, passons maintenant à un autre élément important. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce fort taux d'acides gras saturés va avoir un impact physique sur l'huile de palme, c'est-à-dire qu'elle va être à température ambiante, solide ou semi-solide. Ça, c'est un point important, très important pour les industriels. Pourquoi? Parce que pour arriver à fabriquer un certain nombre de produits, notamment des gâteaux, des biscuits, des viennoiseries, les industriels ont besoin de matières grasses solides. Sinon, avec des matières grasses liquides, les produits ce ne seraient pas utilisables, on ne pourrait pas les emballer facilement. Et donc, ils ont véritablement besoin de matières grasses solides. Et c'est vrai que l'huile de palme vient apporter une solution intéressante qui peut venir se substituer à du beurre. Hein. Donc, c'est intéressant parce que parfois le beurre est un peu trop cher. Ou alors, comme on l'a vu, il fait plus augmenter le LDL hein, que l'huile de palme. Et l'autre point important, c'est qu'il peut surtout, l'huile de palme peut remplacer ce qu'on appelle les acides gras trans. Alors les acides gras trans, c'est quoi? Ce sont des acides gras qui ont été modifiés pour justement devenir solides à température ambiante et être utilisés par les industriels pour justement fabriquer des gâteaux, des biscuits. Et en fait, il est très... Alors là-dessus, il y a plutôt un consensus. Ces acides gras trans sont en réalité vraiment, eux, très mauvais pour la santé. Hein. Donc maintenant, enfin, c'est ce que disent tous les organismes gouvernementaux qui s'occupent de la santé. Il est vraiment conseillé d'en consommer très peu. Et là, l'huile de palme apporte une solution. Hein. C'est d'ailleurs ce qui est précisé ici dans ce rapport. Hein. Donc le développement de l'huile de palme a contribué à une quasi-disparition, en tout cas en France, des acides gras trans. Donc ça, c'est vraiment un point, pour le coup, vraiment très positif. Donc, pour conclure sur cette première critique liée à l'impact sur la santé de l'huile de palme, clairement, c'est pas une critique qui me paraît justifiée. Dans le cadre d'un régime équilibré avec une consommation raisonnable, l'huile de palme a tout à fait tout à fait sa place.
Il faut simplement faire attention, puisqu'elle est très présente dans les produits industriels emballés, et donc il ne faut pas consommer avec excès ce type de produit. Alors la deuxième critique qui est faite est une critique environnementale, donc qui, elle, vous allez voir, me paraît nettement plus justifiée. Donc c'est une critique plus précisément qui porte sur l'impact sur la déforestation. Donc, on a ici, par exemple, une étude des différents facteurs qui ont amené à la déforestation en Indonésie. Donc là, vous avez les différents critères sur le côté ici. Et donc, l'impact des plantations d'huile de palme, c'est la partie en rouge. Et vous voyez ici qu'effectivement, il y a eu très clairement un impact significatif, notamment pendant les années 2000 et 2010, donc de ces plantations sur la déforestation en Indonésie. Cet impact, notamment en proportion, est en train enfin, à diminuer fortement dans les années 2010. C'est normal parce qu'on a de moins en moins de surface cultivable disponible pour faire de l'huile de palme. Euh, Maintenant, c'est vrai, c'est une véritable problématique. Il risque d'y avoir aussi des déforestations dans d'autres pays qui vont développer leur production. Je pense notamment à l'Amérique du Sud, en Colombie, au Brésil par exemple, et aussi en Inde, qui est un très gros, le principal consommateur au monde, le premier consommateur au monde, mais qui n'a quasiment pas de production sur son sol. Donc c'est effectivement une problématique à regarder. Et d'ailleurs, c'est ce problème qui en fait a amené à la création d'un certain nombre de labels qu'on appelle des labels huile de palme durable. Donc l'objectif de ces labels, c'est vraiment d'essayer de fixer des critères à la fois environnementaux mais aussi sociaux pour que peu à peu les producteurs aillent dans le sens d'une huile de palme plus durable. Donc, dans les critères qui sont listés ici sur ce rapport, alors là, c'est le label RSPO. C'est le label le plus connu et le plus contraignant qui existe aujourd'hui. Il liste les critères ici. Et donc, le premier critère très clairement, c'est l'interdiction de déboiser des forêts primaires, notamment des forêts qui abritent des espèces protégées. Mais il y a aussi d'autres critères, par exemple une utilisation faible de pesticides, une rémunération équitable des travailleurs dans les plantations, et également le besoin de consulter les collectivités locales avant de lancer de nouveaux projets de plantation. Donc vous voyez que c'est des critères en fait assez diversifiés au final, même si le principal il est lié à la déforestation. Donc ça me paraît bien, assez équilibré. Ce label RSPO, euh, au niveau mondial, est déjà très développé, puisque il y a plus de 19% de toute l'huile de palme produite dans le monde qui a ce label RSPO. Et en plus de ce label, il y en existe d'autres labels, l'ISPO par exemple en Indonésie, MSPO en Malaisie. Donc il y a vraiment une tendance forte qui, euh, qui aussi est demandée par les consommateurs. Donc c'est assez, donc l'ensemble des producteurs maintenant regardent ces problématiques de labels. Et d'ailleurs, donc moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai regardé parce que j'ai personnellement investi dans ce secteur, dans un producteur d'huile de palme. Et justement, avant d'investir, j'avais regardé ça. J'avais regardé ces labels. Donc c'est vraiment un critère à prendre en compte si vous souhaitez investir dans ce secteur. Alors maintenant, pour conclure par rapport à ces critiques. Donc, comme vous avez pu le voir, très clairement, pour moi, il n'y a pas de problématique de santé avec l'huile de palme dans le cadre d'un régime alimentaire diversifié et dans le cas où on ne fait pas d'excès. Et d'autre part, il y a effectivement une problématique environnementale, mais pour laquelle il y a des solutions qui ont été trouvées. Le marché va très clairement dans le sens d'une prise en compte claire de cette problématique de déforestation. Et c'est vrai que face à ça, il y a beaucoup, toujours, encore aujourd'hui, de critiques dans les médias très fortes vis-à-vis de l'huile de palme. Parfois même, certaines personnes pensent qu'il faudrait s'en passer totalement.
Donc ça me paraît pas du tout une bonne idée, c'est pas souhaitable et c'est même pas du tout réaliste. Il faut bien garder en tête que d'une part, il y a une différence de rendement très forte entre l'huile de palme et les autres huiles végétales qui ont un rendement beaucoup plus faible. Et donc, si on se passait d'huile de palme, on devrait trouver des surfaces cultivables agricoles très grandes pour pouvoir remplacer cette huile de palme. Alors, pas forcément dans des zones où il y a des forêts, mais néanmoins, ce serait une problématique environnementale forte. D'autre part, il faut bien garder en tête que cette industrie de production d'huile de palme a permis à de très nombreuses personnes, des millions de personnes en Indonésie et en Malaisie, eh bien, de sortir de la pauvreté, hein. Donc ça créerait de très graves problèmes sociaux si jamais on devait arrêter cette industrie. Et par ailleurs, comme on l'a dit, pour fabriquer un certain nombre de produits, mais tout simplement, il n'y a pas vraiment de bonne alternative à l'huile de palme, compte tenu de sa résistance unique, de sa texture, du fait qu'elle soit solide à température ambiante. Tout ça fait que il est très difficile de remplacer l'huile de palme par un autre ingrédient et la remplacer créerait beaucoup d'autres problèmes. Donc je pense que au contraire, la tendance du marché aujourd'hui est plutôt assez saine. Elle va vers le développement et la prise en compte effectivement de la déforestation, et ça c'est très bien. Voilà, donc comme souvent, il y a pas de solution absolue. L'huile de palme, quand on la compare à d'autres huiles végétales, elle a des avantages et des inconvénients. Elle a aussi des avantages et des inconvénients vis-à-vis de l'environnement. Donc, moi, j'aime bien la citation de Thomas Sowell, There are no solutions, only trade-offs. Qu'il n'y a pas de solution, mais seulement des compromis. Et là, je trouve que le compromis vers lequel on va, vers lequel se développe le marché, est assez sain. On va vers un marché maintenant qui arrive à maturité pour l'huile de palme, qui va très certainement continuer à se développer à peu près au même rythme que les autres huiles végétales. Alors, on va regarder maintenant l'évolution du prix de l'huile de palme sur les marchés. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est l'évolution du cours de l'huile de palme brute côté à Rotterdam. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à 1400 US dollars par tonne. Ce qu'on peut voir, c'est que si on regarde depuis 2015, on a d'abord eu une phase d'évolution d'oscillation entre 500 à peu près et 800 USD par tonne. Mais au cours des 2 dernières années, on a vraiment eu une hausse significative du cours. Donc si on regarde maintenant sur une durée un petit peu plus longue, là on est à partir le graphique démarre en 1992. Il se finit aujourd'hui, alors c'était il y a quelques semaines, donc il y a eu après une diminution. On se situe aujourd'hui à peu près à 1400, donc il est à ce niveau-là à peu près. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu deux pics en 2008 et en 2011. Et donc aujourd'hui, on se situe légèrement au-dessus de ces deux pics, hein. On est donc simplement en regardant l'analyse historique à des niveaux plutôt élevés. Ces deux pics-là de hausse sur l'huile de palme, en fait, on le retrouve sur d'autres matières premières agricoles, comme le blé que vous voyez ici, où on retrouve ces deux pics ici et ici en 2008 et en 2011. Et on voit qu'on est également sur le blé en ce moment à des niveaux plutôt élevés. Euh, donc, cette hausse qu'il y a eu depuis 2 ans, elle s'explique par différents facteurs, hein. Il y a eu des désorganisations liées à la pandémie, donc, qui a commencé en 2020 et qui s'est perpétuée, les désorganisations qui se sont perpétuées en 2021, notamment en Malaisie. Il y a eu des inondations en Malaisie, il y a eu aussi de la sécheresse en Amérique du Sud, donc qui ont contribué à la désorganisation. On a eu également le déclenchement de la guerre en Ukraine qui a diminué le volume des autres huiles végétales sur le marché. Également en 2022, une décision du gouvernement indonésien qui a interdit les exportations d'huile de palme, tout simplement parce qu'ils avaient peur d'une pénurie. Cette interdiction a été levée assez rapidement au bout de quelques semaines, mais néanmoins ça a contribué
à la dernière phase d'augmentation en 2022. Donc là, aujourd'hui, ça s'est un petit peu calmé, hein. C'est la même chose que ce qu'on a vu sur le blé, ces toutes dernières semaines. Globalement, cette hausse, elle suit aussi, hein, notamment depuis fin 2021, à la fois l'accélération de l'inflation qu'on a vue, hein, et qui s'est diffusée un peu partout dans l'économie, la hausse globale, hein, des matières premières. Donc maintenant, qu'est-ce qui pourrait influencer dans le futur ce cours? Euh, donc là, ce qu'on sent bien, c'est qu'il y a un ralentissement. Il pourrait y avoir une baisse complémentaire, notamment s'il y avait des chiffres un peu plus concrets et des confirmations de récession en Europe ou aux États-Unis. Donc ça sera à surveiller. Et donc, ce que je fais clairement quand j'investis personnellement dans ce secteur, c'est que j'analyse toujours le cours de la matière première sous-jacente, hein, à savoir l'huile de palme, en plus du cours du producteur ou de la société dans laquelle j'investis. Pourquoi? Parce que ça m'aide à trouver les points bas quand je regarde sur une longue période l'évolution du cours. Et donc, j'identifie les points bas et les moments où il y a les plus belles opportunités d'achat pour rentrer sur ce secteur. Alors maintenant, si vous souhaitez investir dans le domaine de l'huile de palme, comment faire? Ben, un des moyens, c'est d'acheter des actions de sociétés qui produisent de l'huile de palme. Donc, moi, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. J'ai investi en achetant des actions d'un producteur d'huile de palme. Et là, ce que j'ai voulu faire, c'est vous donner un petit exemple de recherche, donc avec la base de données que j'utilise pour trouver des sociétés. Donc là, c'est une recherche qui a été faite avec les critères suivants. Donc, j'ai recherché des sociétés dont la capitalisation est comprise entre 100 millions de dollars et 2 milliards de dollars, donc des petites et moyennes capitalisations. Et ensuite, avec deux critères de valorisation, donc une valeur d'entreprise divisée par EBITDA inférieure à 6, hein, c'est assez restrictif, et une valorisation sur capitaux propres tangibles inférieure à 1,5. Et je me suis rendu compte qu'en ce moment, il y a quand même 17 sociétés qui ressortent de mon screener avec ces critères-là. Donc ça veut dire que voilà, il y a peut-être en ce moment des bonnes opportunités dans ce domaine. Et je trouve que spécifiquement, comme on entre en ce moment dans une période inflationniste, il est intéressant de s'intéresser à ces sujets, des matières premières, notamment des matières premières agricoles, parce que ça sera un des moyens pour essayer de combattre un petit peu cette inflation, de profiter des éventuelles performances de ces secteurs de matières premières. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette présentation sur l'île de Palme. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas et j'y répondrai directement. Si vous souhaitez en savoir plus et vous abonner à ma newsletter gratuite mensuelle, il y aura un lien juste en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!